tout le monde et bienvenue dans ce live absolument fabuleux. Alors si vous me suivez sur Twitch, vous savez que je commence avec 1h30 de retard. J'avais pronostiqué 1h30. Donc je suis dans les temps finalement. Si vous me suivez sur YouTube, bienvenue. Nous sommes un peu en retard pour une raison extrêmement simple. D'une part, panne de réveil ce matin. Donc, ce sont des choses qui arrivent. Et d'autre part, j'avais pas vraiment envie de faire ce live. Voilà, j'avais pas... parce que à la fin de Dynamite, j'étais vraiment dans un état d'esprit très particulier qui est un peu passé parce que du coup, pendant 1h30, j'ai un peu bavardé avec vous. On a échangé, c'était sympa pendant que je faisais les images préparatives pour ce live. Il y aura probablement plusieurs erreurs d'ailleurs dans les images que je vais vous présenter et j'espère qu'elles ne seront pas trop nombreuses. Donc voilà, merci beaucoup à Freya The Succubus pour ton abonnement. Ça n'a pas fait de son, je ne sais pas pourquoi et je n'ai pas envie de passer 5 siècles. Je regarde juste si le monitoring est activé. Il est activé, il n'y a aucune raison que ça fasse pas de bruit, ça n'a pas fait de bruit, je ne sais pas pourquoi. Désolé. Mais on va commencer par le récap de SmackDown. NXT, vous savez, c'est comme ça que ça se passe. NXT qui était un bon épisode, je lui ai mis un B+ en moyenne. Le show a commencé avec Roderick Strong contre Cameron Grimes et c'est déjà le début du caca puisque je vois que sur ma feuille, sur ma prise de notes, il y a écrit B+, sur mon carnet, il y a écrit B et sur la miniature, il y a écrit B. Je sais plus quelle note je lui ai mis. Je sais plus quelle note je dois prendre en compte. Est-ce que c'était un B+, et finalement je l'ai baissé, ou est-ce que c'était un B, finalement je l'ai augmenté? Je crois que c'était un B, finalement je l'ai augmenté, parce que j'aime beaucoup ce qui se passe avec Roderick Strong en ce moment. Donc, évidemment, au début du match, Cameron Grimes essaye de convaincre Roderick Strong de le laisser racheter les droits de l'Undisputed Era, vu que l'Undisputed Era a éclaté. Là où Roderick Strong est vraiment très bon, c'est que tu sens que quand Cameron Grimes parle de l'Undisputed Era, Strong est blessé, quoi. Strong se sent vraiment très très mal à ce sujet-là. Merci beaucoup à Simon MT69 qui a découvert la cloche, qui a offert 10 abonnements à la communauté. Merci beaucoup à toi et la communauté te remercie. Donc évidemment, Roderick Strong, ça l'a un peu saoulé, il a un peu défoncé la gueule de Cameron Grimes. Et globalement, Roderick Strong a mené pendant la majeure partie du match. Le seul moment où Cameron Grimes est un peu revenu, c'est quand Strong a été distrait par quelqu'un qui portait un t-shirt Undisputed Era dans le public. Et le deuxième moment où Strong a été distrait et ça lui a coûté le match, c'est quand Cameron Grimes a sorti un brassard Undisputed Era de son slip. Et donc finalement, est-ce qu'il a attaché le brassard à quelque chose? On ne sait pas. Roderick Strong a profité de la distraction. Cameron Grimes a profité de la distraction pour faire son cave-in sur Strong et pour remporter le match. Donc je pense que je suis finalement parti sur un B+. Il me semble que je suis parti sur un B+. Globalement, bonjour chérie. Globalement, on est sur un très bon match, beaucoup de contenu, beaucoup de poids psychologique sur cette courte rivalité-là. D'autant que les deux hommes devaient faire partie de la Battle Royale qui aura lieu dans le Main Event. Vont-ils y parvenir tous les deux? Si je pose la question, c'est déjà un bon début de réponse. Ensuite, on nous montre une vidéo de Karrion Kross qui dit qu'il s'entraîne pour son match de championnat la semaine prochaine, qui retourne aux bases de son entraînement et que Finn Balor essayera sans doute de l'épuiser, mais qu'il n'y arrivera pas, pendant que Scarlett fait... C'est le gif d'Hillary Clinton qui fait « Oh » comme ça, mais tout le temps, Scarlett. Merci beaucoup à Pipousaya pour son abonnement d'une durée de 2 mois, merci beaucoup. Ensuite, on a une courte vidéo où on entend la voix de Walter qui hype le match qu'il aura la semaine prochaine contre Tommaso Ciampa. Il dit que Ciampa n'est plus que l'ombre de l'homme qu'il était, alors que Walter, lui, est au sommet de son art. Pas grand chose à dire, c'est une construction de personnage solide, c'est vrai que Tommaso Ciampa n'est plus le champion de NXT qu'il fut, et c'est vrai aussi que Walter est au sommet de son art. Walter est pas excellent au micro, hein. Il fait le taf, mais vraiment il fait le taf, quoi. Faut bien qu'il ait quelques petits défauts quand même, parce que bon, le gars il a le match de la soirée dans tous ses matchs, donc
Il y a de la concurrence pour le match de la soirée à TakeOver Stand and Deliver. J'ai tellement hâte d'y être. Ensuite, les gars d'El Fantasma sont sur le ring et Santos Escobar propose un Open Challenge pour prouver ce qu'il vaut à son adversaire la semaine prochaine, Jordan Devlin, donc match qui unifiera les titres Cruiserweight. Il dit qu'il représente 100 ans de tradition et que la division lui appartient. Au moment où il s'apprête à traduire sa promo en espagnol, Tyler Breeze l'interrompt et accepte son défi. Et j'ai mis C+, parce que je trouve ça cool d'avoir Tyler Breeze dans la division poids léger. Ça a rafraîchi un peu la division poids léger parce qu'ils ont tendance à s'enfermer dans des rivalités souvent les mêmes. Donc c'est bien, c'est une bonne chose. Le match était bien aussi d'ailleurs, le match Tyler Breeze contre Santos Escobar. Je lui ai mis un B-. Tyler Breeze s'est bien défendu, mais globalement, c'est un peu difficile d'être impliqué dans ce genre de match parce que c'est sûr et certain que Santos Escobar va gagner. C'est lui qui a un match de championnat la semaine prochaine. Donc, il fallait que Santos Escobar gagne. C'est bien que Tyler Breeze ne se soit pas fait complètement rouler dessus. Et c'est bien aussi que Tyler Breeze ait eu comme objectif d'affaiblir les jambes de Santos Escobar parce que le match qu'il aura, le match qui va unifier les titres Cruiserweight la semaine prochaine, c'est un match à l'échelle. Et Santos Escobar aura besoin de ses jambes pour grimper à l'échelle. Donc on est sur du contenu solide. On est sur vraiment j'ai bien aimé. C'est incroyable, vous êtes moins nombreux à m'écouter parler de catch que à m'écouter raconter n'importe quoi. Vous étiez plus de 200 tout à l'heure et là que le live va commencer, vous êtes 150. C'est rigolo. Oh, c'est rigolo. Ensuite, les gars d'El Fantasma allaient continuer à agresser Tyler Breeze, mais Tyler Breeze se fait secourir par MSK, alors que les gars d'El Fantasma quittent le ring, on a une vidéo des Grizzled Young Veterans sur l'écran géant qui font la promo la plus plate du monde, c'est-à-dire ouais, vous êtes pas bon, et vous êtes pas bon, et nous on va gagner. Voilà. C'est le match le moins bien buildé, je trouve, de toute la carte de NXT TakeOver Stand and Deliver, d'après moi. Puisque n'est-ce pas, ces trois équipes s'affronteront pour les titres vacants, les titres par équipe de NXT. Vacants à l'heure actuelle. Pas grand chose à dire de plus à ce QG. Ensuite, on va en coulisses. Johnny Gargano, entouré de sa faction The Way, se fait interviewer. Austin Theory dit que c'est génial qu'il soit dans le match qualificatif pour déterminer l'aspirant numéro 1 au titre nord-américain de Johnny Gargano. Parce que, je suis vraiment désolé pour ceux qui s'y connaissent pas beaucoup, je dois avoir l'air de parler en chinois. Mais je peux pas prendre le temps de tout expliquer parce qu'il y a vraiment beaucoup de contenu. Là, on s'approche d'un gros événement, donc faut que j'aille à l'essentiel. Theory dit que c'est vraiment cool qu'il soit dans ce match-là alors qu'ils sont dans la même équipe parce que si jamais ça devient lui l'aspirant numéro 1 au titre, eh ben ils pourront faire le Finger Poke of Doom. Ce à quoi Johnny Gargano répond: mais tu es fou, ça a tué le business. Un peu de contexte pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire. Je vais pas rentrer trop dans le détail parce que je vais m'embrouiller, mais globalement, c'est un événement qui concerne la dernière année d'existence de la WCW, une faction qui était concurrente de la WWE et qui a été tellement mal bookée dans ces 2 dernières années qu'elle a juste fait faillite et disparu et a été rachetée par la WWE. Et l'un des gros... En fait, le public s'est désintéressé petit à petit de la WCW pour tout un tas de raisons. L'une de ces raisons étant que c'était toujours les mêmes gars qui étaient mis en avant, que c'était toujours notamment Hulk Hogan. Et le Finger Poke of Doom, c'est un événement très précis de l'histoire de la WCW. Kevin Nash était devenu aspirant numéro 1 au titre, je crois, hein, que c'est dans ce sens-là que ça se passe. Kevin Nash était devenu aspirant numéro 1 au titre. Et Kevin Nash faisait partie de la faction NWO avec Hulk Hogan et Scott Hall. Et il me semble que c'est comme ça que ça s'est passé. Du coup, les gens se disaient un peu de nouveauté, c'est toujours Kevin Nash, c'est toujours Hulk Hogan, mais au moins un peu de nouveauté. Hulk Hogan ne va pas rester champion, ou alors il va y avoir une rivalité, il va y avoir une explosion de la NWO, quelque chose. Et là, surprise, c'était ils sont toujours copains. Et Hulk Hogan fait comme ça sur Kevin Nash. Kevin Nash fait: oh non mon dieu, j'ai tellement mal. Et Hulk Hogan fait le tomber sur lui
parce que c'était un coup monté, parce qu'ils n'avaient jamais l'intention de détrôner Hulk Hogan, parce que... Bref, c'est un des événements qui a ruiné la WCW. Voilà, voilà. Ça, c'est le Finger Poke of Doom. Si vous voulez en savoir plus, si vous voulez avoir plus de contexte, je vous renvoie à la vidéo sur Wrestle Talk qui s'appelle les 10 heel turns les plus dommageables de l'histoire du catch. Et il me semble que ce heel turn-là, donc de Kevin Nash, est le numéro 1 de cette liste-là, il me semble. Et les listes d'Adam Blampied sont très très bonnes d'une façon générale, donc c'est toujours du bon contenu. Ensuite, on voit Io Shirai. Ah, il faut que je passe à l'image suivante. Ah oui, non, pardon, j'ai oublié de dire que Candice LeRae dit qu'elle espère que Shotzi Blackheart et Ember Moon, les championnes par équipe de NXT, regardent ce soir parce qu'elles vont leur montrer à quoi de vraies championnes ressemblent. Voilà. Ensuite, nous avons Io Shirai qui est à la pharmacie, donc c'est ce qui s'est passé la semaine dernière après son match contre... Elle doit avoir eu de grosses crampes parce qu'elle n'a pas eu de match. Ah si, Stark et Shirai, voilà, en équipe avec Zoe Stark contre Dakota Kai et Raquel Gonzalez. Comment dirais-je, donc voilà, Io Shirai est à la pharmacie et Mackenzie Mitchell lui demande si elle ne pense pas qu'elle s'est attaquée à une adversaire trop forte pour lui en la personne de Raquel Gonzalez, et Io Shirai répond que c'est précisément pour ça qu'elle l'a choisi, parce que Io Shirai, championne de NXT, a choisi sa challenger en la personne de Raquel Gonzalez. Badass toutes les deux. Badass toutes les deux, c'est-à-dire que Raquel Gonzalez est présentée comme plus forte que la championne, et la championne dit oui, mais j'ai tellement envie de prouver que je suis la meilleure qu'il faut que j'affronte quelqu'un dont je pense qu'elle est meilleure que moi. Elle l'a pas dit comme ça, mais c'est à peu près ce qu'elle a dit. Ensuite, là, j'ai pas de photo du match, il va vous manquer une des deux équipes. J'ai choisi parce que j'étais en retard, donc j'ai voulu faire vite. The Way, Candice LeRae et Indy Hartwell ont affronté Gigi Dolin, qu'on a déjà vu dans le tournoi Dusty Classic féminin, que j'aime bien. Me fait penser à Becky Lynch. Elle est rousse, donc forcément ça, voilà, le rapport se fait rapidement. Et une catcheuse que j'ai jamais vue qui s'appelle Zayda Ramier, parce que je peux pas l'appeler Zayda Ramier, parce que Ramier, ça ne se peut pas. J'ai écrit, ça fait du bien de voir un peu de 109 dans la division féminine de NXT. Et j'aime bien Zayda Ramier. J'aime bien Zayda. Je l'aime bien parce que je trouvais qu'elle avait une bonne présence sur le ring. Ça se voit qu'elle cherche encore un peu ses marques. Elle est encore un peu... tu sais, qu'elle a encore un peu un regard insistant avant de mettre un coup de pied. Genre, attention, j'esquive le coup de pied. C'est encore un peu... ça balbutie encore un peu. Mais j'ai bien aimé le peu que j'ai vu, en tout cas. Et évidemment, The Way a gagné. C'est une équipe établie. Après ça, merci beaucoup pour ton abonnement, ShlopFR. Après ça, Candice LeRae prend le micro et dit qu'aucune femme ne mérite plus qu'elle d'être championne à NXT. Ça se défend. Ça se défend. Elle prévient Shotzi Blackheart et Ember Moon, les actuelles championnes, qu'elle les défie à TakeOver Stand and Deliver. Là-dessus arrivent Ember Moon et Shotzi Blackheart. Je peux toujours pas les blairer alors que je les adore. J'adore ces deux catcheuses. J'étais à fond derrière elles avant qu'elles deviennent championnes. Je peux plus les blairer pour des raisons que vous savez. J'ai écrit Shotzi Blackheart tire avec son gros tank en plein dans le bidou d'Indy Hartwell. Merci beaucoup pour ton abonnement avec Prime. CODMC6. J'ai mis un C à ce segment-là parce que voilà, annonce quoi. C'est-à-dire que ça fait 3 semaines qu'ils build le match. Candice LeRae et Indy Hartwell contre Shotzi Blackheart et Ember Moon. On va avoir ce match. Cool. Très très cool. Enfin cool, très très cool. Oui, voilà. On s'y attendait, ça a lieu, voilà, c'est quoi. Ensuite, Raquel Gonzalez marchait vers son match de ce soir contre Zoe Stark. Elle se fait arrêter par Io Shirai. Et alors Dakota Kai quitte le cadre, mais vraiment genre je vais laisser les grandes personnes parler entre elles. Ce qui me fait dire... Et après ça,
Io Shirai commence à agresser Raquel Gonzalez. Raquel Gonzalez la maîtrise sans aucune difficulté. Et quand Dakota Kai vient pour essayer d'aider sa pote, il y a des arbitres et des officiels qui disent ah non, 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 et qui éloignent Dakota Kai plutôt que d'éloigner Io Shirai et Raquel Gonzalez. Je commence à me dire que c'est voulu qu'ils foutent Dakota Kai de côté. Parce que là, c'est pas possible. Là, si tu veux, c'est jouant, quoi. C'est vraiment... Dakota Kai s'éloigne elle-même du cadre. Les officiels éloignent Dakota Kai, alors qu'ils devraient écarter Io Shirai et Raquel Gonzalez. Je commence à me dire qu'il y a quelque chose de l'ordre de la construction d'histoire, la construction de scénario là-dedans. Je pense. J'espère. Ensuite, la raison pour laquelle un segment aussi court, aussi pas grand-chose, a eu un B+, on voit Roderick Strong prendre sa valise et s'en aller. Mackenzie Mitchell lui demande pourquoi il part alors que normalement il doit prendre part à la Battle Royale qui aura lieu dans le main event de NXT. Roderick Strong répond simplement qu'il en a fini. On lui demande comment ça t'en a fini, comment ça vous en avez fini, j'imagine qu'il vous voit rien en français. Il dit tout ça, j'en ai fini. Et je me dis, comment est-ce qu'ils font pour que l'explosion de l'Undisputed Era, tour à tour, je me dis, celui qui en profite vraiment, c'est Adam Cole, celui qui en profite vraiment, c'est Kyle O'Reilly, celui qui en profite vraiment, c'est Roderick Strong. Ce pauvre Bobby Fish, il est toujours blessé. Mais toutes les semaines, et même parfois la même semaine, mais à des segments différents, je vais me dire, c'est lui qui en sort grandi. Parce que là, je vous dis, l'explosion de l'Undisputed Era, elle profite énormément à Roderick Strong. J'ai rarement été autant investi dans le personnage de Roderick Strong. Je me dis, sa fratrie, toutes ses marques. Il a perdu toutes ses marques, quoi. Il a perdu tous ses repères à NXT. Quelle tristesse, quoi. Quelle tristesse pour lui. La semaine dernière, c'était Kyle O'Reilly avec la promo de sa vie. La semaine d'avant, c'était Adam Cole qui laissait entendre que l'Undisputed Era n'était pas fini, qu'elle serait finie quand lui l'aurait décidé. C'est brillant, quoi. C'est brillant. C'est vraiment la destruction d'une faction telle que tu as envie de la faire. Hors business. Dis donc, le pollen, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, on a eu le fameux match Zoey Stark contre Raquel Gonzalez. Pas beaucoup de suspense dans ce match, étant donné que Zoey Stark s'est fait battre par la moins bonne de l'équipe, qu'elle est vraiment présentée comme la moins bonne de l'équipe, Dakota Kai. Donc là, il y a 2 semaines, Dakota Kai a battu Zoey Stark. Là, Zoey Stark affronte Raquel Gonzalez. Évidemment, Raquel Gonzalez gagne. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est que autant c'était évident que Raquel Gonzalez allait gagner, autant ils ont vraiment laissé l'opportunité à Zoey Stark, qui est relativement nouvelle sur le roster féminin de NXT, de montrer ce qu'elle savait faire. Elle est très forte, elle est très agile, c'est une excellente strikeuse, elle a tout, quoi. Elle a tout pour... Alors, pour l'instant, elle n'a pas vraiment de personnage, c'est vraiment son problème. Mais... Et au micro, je sais pas encore ce qu'elle vaut, parce qu'elle n'a pas eu l'occasion de vraiment faire une vraie promo au micro. Ou si elle a eu l'occasion, c'est complètement passé sous mon radar, donc c'est qu'elle doit encore progresser à ce niveau-là, j'imagine. Mais sur le ring, elle est assez impressionnante. Hein. Elle est assez impressionnante, Zoey Stark. Et c'est bien de continuer à le prouver, parce que à ce stade-là, vous n'avez pas besoin de mettre Raquel Gonzalez en avant, parce que Raquel Gonzalez va être mise en avant pendant toute la soirée, vous allez voir dans quelle mesure. Donc c'est bien que le match ait servi à mettre en avant Zoey Stark. Il fallait que Gonzalez gagne, c'est bien qu'elle ait gagné, mais ils s'en sont servis pour mettre en avant Zoey Stark. B pour moi. Est-ce que j'ai une image pour la suite? Je regarde juste l'image suivante. Non. Après le match, Io Shirai intervient pour essayer d'agresser Gonzalez, mais encore une fois, c'est elle qui se fait défoncer. Et là, je me dis, d'accord, donc l'histoire, c'est que Io Shirai va essayer d'attaquer Gonzalez et qu'à chaque fois, Gonzalez s'en sortira. C'est un peu brillant parce que du coup, effectivement, ça prouve que Gonzalez est plus forte que Io Shirai. À chaque fois qu'elle essaie de l'attaquer par surprise, c'est Gonzalez qui gagne. C'est Gonzalez qui finit par... Alors que c'est elle qui se fait attaquer par surprise. Après un match, en plus. Il protège Gonzalez vraiment très fort et je trouve ça vraiment cool. Je suis très content que ça soit le main event de la nuit, de la première soirée de TakeOver. C'est vraiment cool. J'ai écrit, on voit un petit chien courir sur de la musique épique. J'ai pas noté ce segment-là. Il y a un paiement à ce segment-là plus tard dans le... Parce que sur le coup, je me suis dit, ok, j'hallucine peut-être. Après ça, Kushida est interviewé. Il est interrompu par Peter Dunne qui lui dit ouais, dis donc, la semaine dernière, t'as prétendu que t'étais le meilleur technicien de NXT. Ça tombe bien, je cherchais à affronter le meilleur technicien de NXT.
Yes, c'est trop cool. Donc j'avais pressenti qu'on se dirigeait vers cette rivalité-là. Et en fait, on se dirige pas tant vers une rivalité que vers juste un match, parce que pendant le match d'après, ils ont annoncé que... non, pas pendant le match d'après, enfin, un peu plus tard dans la soirée, ils ont annoncé que Pete Dunne contre Kushida aura lieu à NXT TakeOver Stand and Deliver. Il y a vraiment beaucoup de matchs à NXT TakeOver Stand and Deliver, et pourquoi pas, ça, c'est franchement... Avec les matchs qu'il y a, c'est parti pour être le meilleur takeover de l'histoire d'NXT. C'est parti pour. Et d'ailleurs, parlant de ça, je ne vais pas vous parler de cette vidéo-là. Je vais juste vous dire qu'ils ont montré une vidéo pour présenter le match Kyle O'Reilly contre Roderick Strong. Je vais vous dire que je lui ai mis un A+, à cette vidéo. Et je vais vous dire, allez la voir. Elle est gratuitement sur YouTube. Elle s'appelle Prime Target Call contre O'Reilly. Call versus O'Reilly. Et je vais pas en dire davantage, je vais vous laisser... si vous regardez le replay sur YouTube, je vous mettrai un lien en haut à droite si j'y pense. Allez voir cette vidéo, je peux pas lui faire justice. Je peux pas vous... C'est une vidéo qui hype le match Adam Cole contre Kyle O'Reilly. Je pense que c'est ma vidéo promo préférée. Point. Depuis que j'ai repris le catch en tout cas. En 2017. Jusque-là, ma vidéo préférée, c'était la vidéo Ciampa contre Gargano pour leur match à New Orleans. Je crois que celle-ci la détrône, je pense. Vraiment excellente. Ensuite, on a... Alors, j'étais très surpris parce qu'ils annoncent que ça va être un match Kaden Carter et Casey Catanzaro contre Tian Sha, l'équipe composée de Xi Ali et Mei Ying. Mais j'avais jamais compris que c'était une équipe parce que pour moi... Xi Ali est sous l'emprise, sous le pouvoir de Mei Ying. Mei Ying, c'est une espèce de figure mystique qui guide Xi Ali, qui l'a poussé à devenir meilleur simplement. Mais là, on nous annonce que ça va être un match en équipe. J'ai dit, ok, mais alors... Parce que Xi Ali est déjà extrêmement protégé dans ce processus-là. Si Mei Ying fait ses débuts en même temps, fait ses débuts là, est-ce qu'on n'est pas sur un personnage qui va être trop protégé ? Parce que c'est le boss de celle qui est déjà protégée. Donc... Et en fait, Mei Ying ne rentre pas dans le match. C'est complètement un match handicap. Xi Ali contre Casey Catanzaro et Kaden Carter. Mais au début du match... au milieu du match plutôt. Au milieu du match, Mei Ying se lève de son fauteuil, parce qu'elle reste assise sur son fauteuil à contempler le match pendant toute la durée du truc. À un moment donné, elle se lève, Kaden Carter quitte les abords du ring pour aller la provoquer, genre « Ah ouais, ah ouais, ah ouais !» Parce qu'elle provoque comme ça Kaden Carter, elle ressemble beaucoup à Maillard dans ce sens-là. Mei Ying l'attrape à la gorge, lui souffle de la fumée dans le visage, et Kaden Carter perd connaissance. Et pendant ce temps-là, Xi Ali finit Casey Catanzaro. Ça va à l'encontre de tout ce que j'aime bien. Enfin, je me dis, c'est un peu con, c'est un peu trop protégé, ça va être difficile d'être crédible derrière si vous êtes en train de me parler d'un personnage qui a des pouvoirs mystiques. Tout ce que je vous ai déjà dit, Xi Ali est protégé, vous n'avez pas envie de protéger quelqu'un plus qu'elle, ça va trop détraquer l'équilibre, si vous voulez, des puissances. Mais je peux pas descendre en dessous de B parce que j'ai vraiment beaucoup kiffé. Voilà, là c'est l'appréciation du fan qui parle. J'ai trouvé ça vraiment trop cool. J'adore Tian Sha, j'adore cette faction. J'adore le personnage de Mei Ying. Je trouve très mystérieux, Alors on s'éloigne un peu du catch, on se rapproche plus d'un autre genre de fiction. Mais je kiffe. Je kiffe, donc voilà, je kiffe. Je peux pas vous... Et profiter un peu parce que en fait on a le problème exactement inverse à Dynamite. On va en parler tout à l'heure. Ensuite, merci beaucoup pour ton abonnement, Zouzou la sorcière. Et merci pour ton pseudo aussi. Très drôle. J'adore cette capture d'écran. Ensuite, alors Raquel Gonzalez s'est interviewée. On voit Io Shirai courir vers elle depuis l'arrière-plan. Elle réussit à l'attaquer, mais ça marche pas très bien. Raquel Gonzalez donc continue d'être plus forte qu'elle-même quand elle se fait prendre par surprise. Et là, ce coup-ci, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend Io Shirai comme ça, elle la met comme ça, et elle la fait passer à travers un mur.
Alors là où ça a été un petit peu maladroit, c'est que ils ont filmé Io Shirai derrière, donc du coup une fois passé à travers le mur, et on voit que le mur en question c'est juste une plaque de plâtre qu'ils ont foutue sur une fenêtre, et du coup elle passait à travers une plaque de plâtre quoi. Tu t'en doutes, mais le fait de le voir comme ça, le fait de voir l'ouverture de la fenêtre, tu te dis ouais c'était plus impressionnant quand on ne voyait pas les coulisses quoi. Mais bon, il continue de protéger Raquel Gonzalez. Mais à fond, quoi. À fond. Io Shirai, ça fait 3 fois qu'elle l'attaque par surprise, ça fait 3 fois qu'elle finit par terre. C'est... à ce stade-là, j'espère vraiment que Raquel Gonzalez va devenir championne la semaine prochaine. J'espère vraiment. Et ensuite, on voit... j'ai pas pris de capture d'écran de ça, mais on voit le petit chien arriver au pied de sa maîtresse. Je dis que c'est sa maîtresse parce que ce personnage porte des talons aiguilles, donc j'imagine que c'est une catcheuse. Et un message s'affiche à l'écran. See you April the 13th. Donc on se voit le 13 avril. J'ai écrit, je pense que c'est Taya Valkyrie. C'est une nouvelle recrue de NXT qui a signé à une ancienne recrue de Impact qui a signé à NXT le mois dernier, ou est-ce il y a 2 mois. Et il me semble que c'est elle. Ça peut être quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Moi, je parlerai sur Taya Valkyrie. Ensuite, Ciampa nous parle de son pendentif. Chérie, on sait d'où il vient le pendentif de Ciampa maintenant? Eh bien, je vais t'expliquer. En fait, c'est un cadeau de sa femme et sa fille après sa chirurgie. Parce que la semaine dernière... Le petit sachet, là ? Le petit sachet, ouais. Ça fait très longtemps qu'il l'a, mais ça fait longtemps que sa chirurgie, ça remonte. Parce que du coup, Camille m'avait fait remarquer que... Ciampa portait toujours un petit sachet autour de son cou. Et la semaine dernière, Walter a arraché ce petit sachet et a fait mine de l'écraser. Et ça a beaucoup énervé Ciampa, qui explique donc que c'est un cadeau de sa femme et sa fille après sa chirurgie. Il dit qu'il a entendu tous les messages qui lui ont été adressés, disant qu'il a changé, etc. Qu'il n'est plus le Ciampa de 2018, qu'il n'est plus le Ciampa champion de NXT. Et il dit que c'est vrai, qu'il a changé. Mais il dit à tous ses soutiens qu'il les a entendus, qui va aller chercher le dragon au sommet de la montagne. Il dit qu'il préfère se battre pour quelque chose que de se battre avec rien à perdre. Et il dit à Walter qu'il verra la semaine prochaine si le Psycho Killer est toujours là, si Blackheart est toujours là, et que ça lui coûtera son titre. Et il le prévient, la chute est longue depuis le sommet. Alors, autant sur le ring, Ciampa contre Walter, je me dis, Walter part avec un petit avantage. Ciampa est très très cool, mais Walter part avec l'avantage. Autant au micro, Ciampa vient de bouffer Walter. Cette promo était excellente. Ciampa est brillant. Ciampa a 35 ans. Il y a 3 ans d'écart entre ces deux bonhommes. c'est un peu... c'est la barbe, c'est le fait qu'il ait des cheveux grisonnants, c'est le fait que sa calvitie est nettement plus prononcée que la mienne, parce que bon, je me défends pas mal, mais rien à voir avec ça. Ensuite, on a une rapide promo de Finn Balor qui dit que son arme secrète, c'est son endurance, et que plus le match durera, plus Cross risque de se noyer. J'aime bien qu'il emploie une métaphore... en français, ça sonne moins bien, mais plus ils vont aller profondément dans le match, plus Karrion Kross risque de se noyer. Profond, les profondeurs, voilà. Ça marche mieux, hein. Mais on dit pas aller profond dans un match. Ensuite, on voit Wade Barrett et Vic Joseph, les deux des 3 commentateurs de NXT, rappeler les règles de la Battle Royale et du Gauntlet Match de Stand and Deliver. Et ils font bien, parce que je suis pas sûr que c'est très clair pour tout le monde. Globalement, Battle Royale ce soir, les 6 derniers seront dans un Gauntlet Match. Le premier soir de NXT TakeOver Stand and Deliver, leur ordre d'élimination définira leur ordre d'arrivée dans ce fameux Gauntlet Match, et le vainqueur du Gauntlet Match le premier soir de NXT TakeOver Stand and Deliver affrontera Johnny Gargano pour le titre nord-américain lors de la 2e nuit. Voilà, c'est relativement simple, mais ça fait jamais de mal de rappeler le bordel. Il me semble que c'est Isaiah Swerve Scott qui arrive en premier, mais il se fait agresser par Leon Ruff directement, puisque les deux sont en rivalité, ce qui tombe bien et ce qui est vraiment très très cool. Le match commence, Dexter Lumis reste... Alors Dexter Lumis, son personnage, c'est un psychopathe. Enfin, un cliché de psychopathe de série américaine. Dexter Lumis reste debout dans un coin sans bouger pendant l'essentiel du match. Jake Atlas est éliminé en premier, j'écris, avec une intervention de Malcolm Bivens, le manager de Tyler Rust, qui faisait également partie du match, et Tyler Rust se fait éliminer ensuite. Donc là, les deux ont servi à rien. Vous le savez, pour les Battle Royale, je mets une note individuelle
J'ai mis C-, il me semble, aux deux. J'ai mis C- à Tyler Rust et C- à l'autre. Jake Atlas. Ensuite, c'est au tour de Austin Theory qui tombe à l'extérieur, mais techniquement, son pied n'a pas touché le sol. Et du coup, il cherche une idée pour se relever, parce que vous le savez que pour être éliminé dans une Battle Royale, il faut passer par-dessus la troisième corde et les deux pieds touchent le sol à l'extérieur du ring. Mais là, Austin Theory est tombé sur le dos avec les pieds en l'air. Et du coup, il réfléchit à comment retourner sur le ring sans toucher le sol avec ses pieds. Et il dit « Ah, j'ai une idée !» Et il fait un saut carpé, ce con. Du coup, ses pieds touchent le sol. Du coup, il est éliminé. Parce que lui, dans sa tête, c'était « Mes mains vont pas toucher le sol et du coup, je vais pouvoir me redresser sans toucher le sol. » Et... Enfin, voilà. J'ai mis B, je lui ai mis B parce que ça m'a fait rire, parce que c'est un motif assez récurrent des Battle Royale, le gars qui tombe à l'extérieur, mais dont les pieds touchent pas le sol et qui finit par réussir à retourner sur le ring. Là, le fait qu'il... l'occasion se présente à lui, mais qu'il se plante, ça m'a fait rire. Ensuite, on a eu un face-off entre Kushida et Pete Dunne. Et j'ai bien aimé parce qu'ils font genre... ils se sont fait un défi de catch technique. Pete Dunne s'en prenait à Leon Ruff, Kushida s'en prenait à Cameron Grimes, mais les deux se regardaient l'un l'autre pendant qu'ils s'en prenaient à quelqu'un d'autre. Genre, je vais lui faire plus mal. Non, moi, je vais lui faire plus mal. Et puis, ils ont fini par s'affronter tous les deux et par s'entre-éliminer dans leur engouement. Je leur ai mis combien à tous les deux? Je leur ai mis... B. B chacun. Ensuite, nous avons... C'est là qu'ils ont annoncé Kushida contre Pete Dunne pendant la première nuit de Stand and Deliver. Les matchs secondaires de NXT, c'est Kushida contre Pete Dunne. Et là, il en reste plus que 6. Donc nous avons les participants au Gauntlet match de la première nuit de TakeOver Stand and Deliver. Bronson Reed élimine Leon Ruff en premier, puis il élimine Isaiah Swerve Scott en jetant Scott sur Leon Ruff. Genre, vous êtes en rivalité, allez-y, catchez entre vous, ça va être sympa. Donc Leon Ruff sera premier dans le Gauntlet match de Stand and Deliver et Scott sera deuxième. Dexter Lumis, pour l'instant, n'a toujours pas bougé de tout le match. Il finit par se déplacer quand LA Knight et Cameron Grimes essayent d'éliminer Bronson Reed, qui est du coup le plus lourd sur le ring. Et voilà, Dexter Lumis arrive et les aide pour éliminer Bronson Reed, qui arrivera donc en troisième dans le Gauntlet match. C'est mon favori pour remporter le Gauntlet match de Stand and Deliver. Évidemment, Cameron Grimes propose de l'argent à LA Knight et Dexter Lumis. Mais Dexter Lumis et LA Knight l'éliminent. Et j'ai bien aimé la fin, j'ai trouvé la fin relativement originale. J'ai mis combien à Cameron Grimes? Bronson Reed, je lui ai mis B+, parce que pour moi ça a vraiment été le MVP de ce match-là. Cameron Grimes, je lui ai mis C+. Et à la fin, c'est un peu dommage parce qu'il reste les deux catcheurs qui n'ont pas fait grand-chose de tout le match. C'est-à-dire qu'il reste Dexter Lumis qui a littéralement rien fait, qui est resté debout dans un coin, et LA Knight qui n'a pas fait grand-chose non plus. Mais la fin était relativement sympa. Knight réussit à faire passer Dexter Lumis par-dessus la troisième corde, mais Dexter Lumis est sur les abords du ring. LA Knight plonge pour essayer de faire un spear à Dexter Lumis, donc il plonge entre les cordes et se retrouve à l'extérieur du ring. Vu qu'il est entre les cordes, vu que c'était entre les cordes, il n'est pas éliminé parce qu'il faut passer par-dessus la troisième corde pour être éliminé. Et une fois à l'extérieur du ring, il attrape les jambes de Dexter Lumis et tire en arrière. Du coup, Dexter Lumis finit par avoir les pieds qui touchent le sol à l'extérieur du ring. C'était une bonne petite fin. J'ai mis un C+ à LA Knight pour cette bonne petite fin. Et j'ai mis un B- pour Dexter Lumis parce qu'il a beau n'avoir rien fait pendant presque tout le match, il a joué quand même. C'est-à-dire qu'il était... il a activement rien fait. Voilà, mais j'ai mis un B+, comme vous pouvez le voir, globalement, à la Battle Royale. Et ensuite, Io Shirai est arrivée après le match, elle a demandé un micro, elle a demandé que Gonzalez vienne la voir, genre, je vais pas t'attaquer par surprise, c'est toi qui vas venir, c'est toi qui vas m'attaquer, on va se mettre sur la gueule. Elle commence à s'affronter. Toutes les jobbeuses de NXT que je connais pas viennent les écarter, faire en sorte qu'elles s'affrontent pas. Et Io Shirai fait fait un moonsault, non, fait un crossbody. Fait un crossbody, un springboard crossbody depuis le ring, à l'extérieur du ring, sur toutes les catcheuses sur toutes les jobbeuses de NXT, et donc sur Raquel Gonzalez qui était au milieu du lot. La raison pour laquelle j'ai mis un A-,
c'est parce que... Alors la raison pour laquelle j'ai mis un A, c'est parce qu'ils ont tellement construit ce match, c'est vraiment le match qu'ils ont le plus protégé sur tout ce go-home show de TakeOver Stand and Deliver. Le moins, c'est... J'aurais préféré qu'il reste sur Raquel Gonzalez est invincible. Raquel Gonzalez supporte tout ce que peut faire Io Shirai. Maintenant, j'aime aussi bien l'histoire que Io Shirai peut tomber à plusieurs reprises, mais finit quand même par être la plus endurante, quoi. Finit par être celle qui est au sommet à la fin. Elle tombe, mais à la fin, c'est elle qui gagne. J'aime bien cette histoire aussi. J'aurais préféré que Raquel Gonzalez soit celle qu'on connaisse pas la limite, quoi. Qu'on connaisse pas la limite de la résistance de Raquel Gonzalez. J'aurais préféré ça, mais j'aime beaucoup ce qu'on a eu aussi. Voilà. Donc on est sur un B+, en termes d'épisodes de NXT. On va passer à la review au récap de AEW Dynamite. Je vous préviens, vous allez peut-être entendre des trucs que vous ne voulez pas entendre. Je vous demande de faire preuve d'ouverture d'esprit, de compréhension. Je vais tâcher d'être le plus clair possible dans ma façon de m'exprimer. Cet épisode de Dynamite m'a un peu déprimé. Je me suis senti très... j'allais dire fatigué, mais le vrai mot c'est là. Je me suis senti très là à la fin du show, parce que je me suis rendu compte que j'étais absolument pas le public de AEW et de Dynamite. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a plusieurs arguments comme ça. Plusieurs moments où je me suis dit, ce show n'est pas pour toi. Tu regardes quelque chose qui ne tient pas à... Enfin, il y a, si vous voulez, il y a différentes approches du truc. NXT récompense ceux qui sont à fond dedans. C'est-à-dire que si tu remarques les détails, ça te récompense en plus, quoi. Il y a une valeur ajoutée à suivre NXT. Par exemple, quand Shawn Michaels a mis l'échelle entre Jordan Devlin et Santos Escobar la semaine dernière, j'avais pas fait le rapprochement avec le fait que Shawn Michaels avait unifié le titre intercontinental avec je sais plus quel autre titre dans un match à l'échelle à WrestleMania 10, sauf erreur de ma part. Bref, il est possible que je dise des conneries, mais voilà, parce que j'avais pas fait le rapprochement. Mais pour ceux qui l'ont fait, pour ceux qui sont très fans, c'était un truc en plus. Pour moi, c'était la symbolique du match à l'échelle pour unifier un titre, c'est brillant. Voilà. Mais il y avait ça en plus. Raw et SmackDown, c'est différent. Ils récompensent pas ceux qui sont fidèles. C'est-à-dire que des fois, ils crachent au visage de la continuité, alors que quand tu es investi dedans, tu t'attends à ce qu'il y ait un peu de matière, quoi. Par exemple, le fait que Otis et Dolph Ziggler fassent équipe dans un match 4 contre 4, tu t'attends à ce qu'il y ait une petite interaction entre eux, parce qu'ils étaient dans une rivalité extrêmement chaude l'année dernière, donc tu t'attends à quelque chose. Mais t'as pas ça à Raw ou SmackDown, et c'est vraiment dommage. Souvent t'as pas ça, parfois tu l'as. À AEW, ils ont une approche très différente. Ils te punissent si t'as pas tout le contexte. C'est une impression que j'ai, c'est vraiment comme ça que je vis quand je regarde AEW, c'est tu sais pas ça, c'est ta faute. Tu pourrais le savoir, tu devrais aller te renseigner, tu pourrais savoir ça. Tu regardes pas AEW Dark, de ta faute. Et tu regardes pas AEW Dark Élévation, toujours ta faute. Tu regardes pas Being the Elite, de ta faute. On va pas te prendre la main, on va pas t'expliquer, on va pas te... Voilà. Si tu regardes pas tout ce qu'il y a à regarder, c'est de ta faute. La raison pour laquelle je pense ça, c'est que là, le show s'est ouvert sur Christian Cage contre Frankie Kazarian. Alors, avant toute chose, le match était vraiment excellent. Je reconnais que le match était excellent, parce que, évidemment, le match était excellent. Il a duré extrêmement longtemps. C'était ce qu'il fallait, parce que toute la gimmick, tout le personnage de Christian Cage, c'est je peux outwork tout le monde, c'est-à-dire que je peux tenir suffisamment longtemps pour qu'en fin de compte, c'est moi qui gagne, parce que j'ai été le meilleur technicien, j'ai été le meilleur catcheur, j'étais juste le meilleur sur le ring. Le match était aussi très bon parce que Frankie Kazarian a temporairement joué le rôle de heel parce que c'est ce qu'il fallait qu'on soit pour la victoire de Christian Cage. Bref, tout était très bien construit, tout était vraiment super. Je ne sais pas qui est Frankie Kazarian. Frankie Kazarian, pour moi, c'est la moitié des premiers champions par équipe de AEW, avec
pas de personnage. SCU, c'est rien. Ils ont pratiquement pas eu de promo à Dynamite. Je ne sais pas qui est Frankie Kazarian. Et quand je le dis, quand juste je le reconnais, et que je dis quand même Dynamite, il pourrait m'expliquer un peu qui c'est ce Frankie Kazarian, pourquoi il est intéressant, qu'est-ce qu'il a fait, c'est qui? C'est qui Frankie Kazarian? Eh ben, j'ai l'impression que non seulement Dynamite ne le dit pas, mais en plus c'est pas à Dynamite de me le dire, c'est moi qui devrais savoir. C'est moi qui devrais suivre Impact, c'est moi qui devrais me renseigner sur qui est Frankie Kazarian, c'est moi qui devrais savoir qui sont Christopher Daniels et Frankie Kazarian, c'est moi qui devrais savoir qui sont SCU, si je veux savoir qui c'est, ils sont numéro 1 au classement des équipes, parce qu'ils enchaînent les victoires à AEW Dark. Mais je suis pas AEW Dark, ben, c'est de ta faute. Tu devrais savoir, tu devrais être à fond derrière Frankie Kazarian, parce que Frankie Kazarian est aussi bon que ça. Et du coup, pendant tout le match, je me disais, ouais, ok, bon, alors je comprends qui est Frankie Kazarian. Je suis pas investi dedans, parce que je regarde que Dynamite. Frankie Kazarian, pour moi, c'est un vétéran, quoi, c'est-à-dire que c'est également une bonne chose que Christian Cage affronte un vétéran plutôt que des jeunes catcheurs, parce que c'est un problème qu'ils allaient finir par avoir, qu'ils mettent en avant un vétéran plutôt que des jeunes catcheurs. Bref, ça aussi c'est une bonne chose. Vous voyez, il y a plein de bonnes choses, mais il y a... Et à chaque fois, il y a ce petit problème. Ce petit problème, je ne sais pas qui est Frankie Kazarian. Frankie Kazarian, il sort de nulle part, ça fait des semaines que je ne l'ai pas vu. La dernière fois que je l'ai vu, il disait aux Young Bucks, avec Christopher Daniels, il leur disait le prochain match qu'on perd, l'équipe est dissoute. Pourquoi? Vous arrêtez pas de gagner, pourquoi vous voulez dissoudre votre équipe? C'est de ma faute si je sais pas. Je regarde pas Dark. Et il y a toujours cette espèce de sous-texte, c'est de ta faute. Et un peu ça va, et à la longue, vous allez voir, ça va continuer de revenir, et à la longue, ça va finir par vraiment peser sur juste mon appréciation du match, du show. Le match était très bien, le match était vraiment très bien. Ensuite, on a une vidéo avec Darby Allin et Sting, qui globalement, Darby Allin dit à Matt Hardy, qu'il a agressé la semaine dernière, que l'argent n'achètera pas l'amitié ni le respect, et que s'il veut le respect de Darby Allin, il va falloir le mériter. Cool. Ensuite, on a une promo de Jade Cargill qui dit à Red Velvet que c'est elle qui fait l'argent, le bon argent, c'est elle qui le fait, et elle dit qu'elle en a marre que Red Velvet dise de la merde semaine après semaine, et moi je suis là, excusez-moi, Red Velvet, ça fait des semaines qu'elle parle pas. Je regarde Dynamite toutes les semaines, Red Velvet. La semaine dernière, elle était dans le public pour ton match, Jade Cargill, et puis elle a fait... C'est la seule interaction que Red Velvet a eue avec toi depuis des semaines. Oui, mais Red Velvet, elle est sur AEW Dark. D'accord. Vous voyez? Et ça s'accumule. Et je me dis, j'aimerais bien être investi dans le personnage de Jade Cargill, mais elle vient de dire un truc qui n'est pas... Vous voyez, l'investissement émotionnel rencontre toujours un mur. Red Velvet, je ne sais pas qui c'est. Pour moi, Red Velvet, c'est la doubleuse officielle de Brandi Rhodes. Elle remplace Brandi Rhodes. En plus, elle ressemble comme deux gouttes d'eau à Brandi Rhodes. Et elle remplace Brandi Rhodes dans toutes les histoires. Et il y a la même chose plus tard. Et il y a autre chose. Aussi qui m'empêche d'être plus investi dans Dynamite. C'est que les fans de Dynamite ne sont pas bienveillants pour un centime. Ils sont... ils défendent ce qu'ils aiment. Et c'est normal. C'est bien. Mais dès que t'es un peu critique... là encore, tu rencontres un mur, quoi. Là encore, c'est très difficile de rentrer dans Dynamite. Parce que Dynamite t'aide pas, et le public de Dynamite t'aide pas non plus. C'est-à-dire que... Enfin voilà, il y a plusieurs épaisseurs, quoi, si vous voulez, qui font que c'est difficile. Dynamite, c'est difficile. J'ose à peine dire du mal de Dynamite. C'est-à-dire que j'ai mis B+, à un match dans lequel j'étais émotionnellement pas investi. Et... ça me ressemble pas, quoi. Parce que vous me dites, vous m'avez reproché, enfin vous m'avez, pas vous les 224 qui regardez maintenant, mais j'ai plusieurs fois eu le message, t'es de mauvaise foi, quand je reconnaissais pas la qualité de certains trucs. Et c'est vrai que des fois je suis vraiment saoulé, et il y a des qualités qui me passent au-dessus de la tête, ça arrive. Là je suis de mauvaise foi. Quand je vous dis, le match d'ouverture de Christian Cage contre Frankie Kazarian, c'est un B+, j'ai pas ressenti un B+, du tout. J'ai pas ressenti un B+. Mais le truc c'est que si je vous dis la vérité, si je mets un C à ce match-là,
vous allez vous dire, mais son avis vaut rien, quoi. Les fans de Dynamite vont se dire, son avis vaut rien, le match était excellent, le match était très bien. Et je suis obligé de dire, oui, c'est vrai, le match était très bien, voilà, B+, prends ton B+. Pourquoi je regarde encore? Ça, c'est une très bonne question, et je devrais pas me poser cette question. Parce que je me la suis posée. Je peux arrêter de regarder. Juste, j'ai envie de parler de l'alternative à la WWE, j'ai envie de parler d'autres promotions. Je me suis émotionnellement investi dans plusieurs trucs. J'aime les catcheurs qui y sont maintenant, j'aime certains catcheurs qui y sont, mais j'aimerais que ces murs commencent à tomber. J'aimerais que AEW comprenne que on doit pas se sentir, on doit pas avoir l'impression que, regardez, ça va continuer, vous allez voir, parce que c'est un problème qui est extrêmement récurrent. Le match d'après, Cody Rhodes contre QT Marshall. Bon, globalement, Cody est extrêmement condescendant avec QT Marshall. À chaque fois qu'il est sur le point de lui faire mal, il arrête sa prise, genre tu es mon ami, je ne vais pas te faire mal, alors que QT Marshall a qu'une seule envie, c'est de lui péter la gueule pour prouver ce qu'il vaut. Il y a toute la secte de Cody Rhodes autour du ring, il y a toute la Nightmare Family autour du ring, tous les catcheurs que Cody a entraînés qui sont autour du ring. Et Arn Anderson qui fait également partie de la Nightmare Family. Bref, c'est un truc où ils sont tous potes, quoi. Ils sont tous copains. Au bout d'un moment, QT Marshall, par frustration, finit par mettre un pain à Arn Anderson. Évidemment, c'est pas bien. Il se casse du ring, genre mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Je me suis laissé emporter par le voilà l'émotion du moment. Mais c'était un piège, et alors que tout le monde est en train d'engueuler QT Marshall sur le ring, 3 membres de la Nightmare Family qui sont, est-ce que j'ai pensé à prendre leur nom, Nick Komoroto, Aaron Solo, j'ai pas pensé à prendre leur nom, et Anthony Ogogo, je crois qu'il s'appelle, ils grimpent tous en haut. Oh non, on dirait Riri Fifi et Loulou du coup. Aaron Solo, Nick Komoroto et Johnny Ogogo, c'est un bordel de merde, trahissent le reste de la Nightmare Family. QT Marshall fait un pile driver sur les escaliers en acier sur Dustin Rhodes, au moment où QT allait mettre un coup de chaise dans la tête de Cody Rhodes, Red Velvet, et vous allez pas me dire qu'elle n'est pas la doubleuse officielle de Brandi Rhodes, Red Velvet intervient pour empêcher QT Marshall en lui rappelant « Non, c'est ton ami, ne fais pas ça !» Bref. Voilà. Et j'ai mis B au match, j'ai mis B+ après le match parce que c'est un angle très prenant, très je comprends ce qu'ils en fait j'ai mis B et B+ à ce qu'ils essayent de faire. Je ne sais pas qui est QT Marshall. Ils m'ont dit plusieurs fois que c'était le meilleur ami de Cody. J'en ai rien à battre que vous me le disiez, pardon. Sheamus est l'ami de Drew McIntyre parce qu'il lui a donné l'épée de son grand-père qu'il avait perdu. MJF est l'ami de Cody Rhodes parce qu'il l'a protégé plusieurs fois, enfin à l'époque, il l'a protégé plusieurs fois alors que MJF s'était foutu dans la merde. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Kevin Owens est l'ami de Sami Zayn et inversement. Ils ont un vrai lien, on les a vus interagir entre eux. Vous me dites QT Marshall est l'ami de Cody Rhodes, ça n'a aucun poids dans l'histoire, c'est rien. QT Marshall, c'est personne dans l'histoire. Et je dis QT Marshall, au moins je connais son nom, parce que la Nightmare Family autour, c'est des comment ils s'appelaient, les personnages sans nom dans les Power Rangers, là, Rita Repulsa, elle envoyait c'est pas des Zurg, mais remarque Zurg ça marche aussi dans Starcraft. C'est des gars c'est des figurants, quoi. Je ne les connais pas. Nick Komoroto, je l'ai vu une fois dans un match à Jon Moxley. La seule raison pour laquelle je sais qu'il est dans la Nightmare Family, c'est parce que j'ai vu passer un post sur Reddit où on voit Nick Komoroto rejoindre All Elite. C'est pas normal que j'apprenne l'histoire sur Reddit. C'est pas normal. Je suis toujours ce mur, toujours. Tu t'intéresses pas. Au moins, je suis sur Reddit, quoi. C'est pas normal. Enfin, moi, je trouve pas ça normal. J'ai mis B et B+. Parce que oui, je me dis, allez, vas-y, investis-toi, fais comme si t'étais investi, parce que si t'étais investi, là, ce serait très fort ce qui t'arriverait. Je ne sais pas qui est QT Marshall, je ne sais pas qui est Nick Komoroto, Aaron Solo, je crois que c'est la première fois qu'on le voit à Dynamite, et Anthony Ogogo, je suis même pas sûr de son prénom. Je sais qu'il est boxeur professionnel, parce que je sais que... Tony Schiavone vient de me le dire. Je râle un peu, mais c'est parce que il y a vraiment une
une très grosse frustration. Et je vois Bart Alvarez dire si tu n'es pas investi, tu n'es pas investi. C'est différent. C'est différent. Je suis pas investi à New Japan. Et du coup, je suis pas frustré. Parce que je n'essaye pas de m'investir. J'ai envie de m'investir dans AEW. J'ai envie d'être investi dans le Dark Order, dans Hangman Page, dans Cody, dans les Bucks, dans Kenny Omega. J'ai envie de savoir tout ce qui... J'ai envie de suivre ces gars-là. J'ai envie d'être émotionnellement investi dans leur histoire. J'ai pas envie d'avoir l'impression que c'est de ma faute si je ne peux pas l'être. Et c'est un problème qui est nettement plus profond que juste Raw est booké avec le cul, quoi. Parce que Raw, je peux dire, la division féminine par équipe de Raw, c'est de la merde. Ça, je peux le dire, sans aucun problème. Parce qu'on est tous plus ou moins d'accord, parce que personne va me sauter à la gorge pour me dire tu dis pas ça de Reginald alors que si je dis j'en ai rien à foutre de QT Marshall, j'en ai rien à foutre de la Nightmare Family, alors que j'ai envie d'en avoir quelque chose à foutre, là, en plus, il y a le mur des fans, quoi. Il y a le mur du public, il y a le mur de c'est de ta faute. C'est de ta faute si t'es pas investi dans la Nightmare Family. Ça me prendrait combien de temps? Mais en plus, non seulement c'est très long, parce que c'est 2 shows de 3 heures, ou un show de 3 heures, un show de 2 heures. Bref, AEW Dark Elevation, c'est quelque chose de très long. Et en plus, les matchs n'ont aucun intérêt, quoi, sur Dark et sur Dark Elevation. Parce que c'est un catch... Parce que ça aussi, c'est un défaut qu'a AEW que je supporte pas, c'est ils font catcher des catcheurs qui sont pas signés avec eux. Et tu me diras, c'est vachement bien, ça les met en avant, machin truc. En tant que spectateur, c'est d'un vide. Ils affrontent des gars que je reverrai peut-être jamais, dont je sais qu'ils vont perdre, dans des matchs qui veulent rien dire. Voilà, bref. À partir de là, je vais commencer à me calmer un peu parce que je pense que j'ai fait passer mon idée. Je pense que vous avez compris que c'est pas contre AEW, c'est vraiment... Je suis fatigué d'avoir l'impression de ne pas être le public d'AEW. J'ai l'impression que AEW ne cherche pas à m'atteindre, quoi. Ne cherche pas à s'adapter un peu aux spectateurs qui regardent uniquement Dynamite. Voilà. Ensuite, on a Ethan Page et Scorpio Sky qui font une promo. Ils font la même promo, c'est-à-dire qu'ils finissent leurs phrases l'un de l'autre. Je pense que c'est une mauvaise idée pour 2 raisons. D'une part, il y a déjà trop d'équipes à AEW, il y a trop de factions à AEW, il y a trop de catcheurs à AEW, il y a trop de tout à AEW. C'est pour ça qu'on peut pas être investi dans leur truc aussi, c'est parce qu'ils sont beaucoup trop nombreux. Et en plus, ça diminue le heel turn de Scorpio Sky qui a eu lieu juste il y a 15 jours, parce que tout son propos c'était qu'il voulait se démarquer. Et c'est pas une très bonne façon de se démarquer que de se mettre en équipe avec un nouveau venu dès le départ. Voilà, je pense que c'est une mauvaise idée. Maintenant, c'est voilà. Ensuite, on a Red Velvet qui fait une interview et qui se fait agresser par Jade Cargill. Bon, bah voilà, tant pis. Ensuite, on a Moxley qui fait une promo tout seul. Il dit qu'il est énervé, qu'il a encore mal après le deathmatch d'il y a quelques semaines. Et que là, ils l'ont foutu dans un match contre César Bononi, et que ça l'emmerde, mais qu'il va y aller, et qu'il va lui défoncer la gueule. Je paraphrase. Ensuite, on a John Moxley contre César Bononi. Je sais pas qui sont Ryan Nemeth et Loulou derrière, je sais pas qui c'est. La dernière fois, mais je sais pas qui est César Bononi non plus. La dernière fois qu'on a vu César Bononi, il était en équipe avec Peter Avalon. Maintenant, apparemment, il est plus en équipe avec Peter Avalon. Je sais pas pourquoi Kingston n'est pas là. Eddie Kingston n'est pas là. Il apparaissait dans tous les segments avec John Moxley. Vous allez me dire, il est blessé. Il était blessé la semaine dernière et il était là. Voilà, Moxley gagne. Ensuite, ça j'aime bien, la Team Taz continue d'essayer de nous convaincre que tout va bien alors qu'il y a une énorme tension entre Ricky Starks qui est très passif-agressif et Brian Cage qui est actif-agressif. Ça c'est chouette, on se dirige vers un match Ricky Starks contre Brian Cage et j'ai très très envie de le voir. Ensuite, on a le segment où donc MJF à la tête du Pinacle dit que, enfin, ils sont dans la loge de l'Inner Circle qu'ils ont réquisitionné la semaine dernière. Et MJF allait leur parler de cadeaux qu'il avait l'intention de leur faire. Il leur présente leur nouveau styliste et il dit qu'il a également contacté un décorateur d'intérieur et que le décorateur d'intérieur a changé quelque chose dans l'ancienne loge de l'Inner Circle qui est devenue la loge du Pinacle. Et au moment où MJF ouvre la porte des toilettes, il y a l'Inner Circle qui est là dans les toilettes et qui le fusille du regard
MJF referme la porte et dit il faut absolument qu'on se barre. Il va pour se barrer de la loge et il y a Jake Hager de l'Inner Circle de l'autre côté de la porte. Du coup, ils sont encerclés et le Pinacle se fait massacrer. Je vais lire mes notes. Sammy Guevara claque une porte sur la tête de Shawn Spears. Shawn Spears, c'est celui-là, celui qui est en haut à gauche. Donc voilà, Sammy Guevara claque une porte dans la tête de Shawn Spears. Jake Hager, la marmule de l'Inner Circle, fait passer Wardlow en haut à droite, la marmule du Pinacle, à travers une table de massage. J'ai écrit une table de massacre, pas mal. FTR, l'équipe attitrée du Pinacle, se fait massacrer par Santana et Ortiz, l'équipe attitrée de l'Inner Circle, et Chris Jericho, leader de l'Inner Circle, met la tête de MJF dans des toilettes, le jette à travers la vitre d'un distributeur automatique de boissons et lui renverse du champagne dessus en lui disant que le pire reste à venir. Vous savez pourquoi je suis dedans? Je connais tous ces personnages. Je connais leur histoire, à tous, depuis le début, parce que tout a été construit à Dynamite. Non mais voilà, pour dire que quand j'ai tous les outils pour être investi, je suis investi. Ça fonctionne. C'est pour rappeler que je ne suis pas intrinsèquement contre AEW, c'est vraiment plus de la frustration quoi, que de la colère. Ensuite, les Young Bucks se sont interviewés. Ils sont interrompus par Don Callis qui leur dit que globalement ils ont pas de cœur pour ce qu'ils ont fait à Kenny Omega la semaine dernière, qu'ils n'ont pas choisi Kenny Omega alors que Kenny Omega les a choisis à l'époque. Nick Jackson, l'un des deux Young Bucks, s'en va. Don Tabernacle prend Matt Jackson, son frère, à part. Et il essaye de lui faire culpabiliser en lui disant t'as vraiment pas de cœur, comment tu peux faire ça alors que Kenny Omega était en sang dans le ring la semaine dernière et vous lui avez tourné le dos, est-ce que tu es mort à l'intérieur, est-ce que tu es je ne sais plus quoi faire pour t'atteindre, et là il lui met une claque en prétendant que c'est pour essayer de l'atteindre, pour essayer de le faire réagir. Matt Jackson l'attrape par le col, résiste à l'envie de lui péter la gueule et Don Callis le méprise pour ça, lui dit c'est bien ce que je pensais, tu n'es plus rien à l'intérieur, et il s'en va. C'est très très bon. Et c'est encore un autre truc qui m'emmerde à AEW, c'est les très bonnes storylines, c'est pour les Young Bucks et Kenny Omega. C'est pas vrai, c'est pas que eux, mais c'est souvent eux, quoi. C'est souvent... voilà. Et c'est un défaut. C'est un défaut que j'ose à peine aborder parce que, vous voyez, premier réflexe, c'est pas que eux, rassurez-vous, je dis pas du mal de AEW, c'est juste que ça, c'est un petit détail qui m'emmerde un peu. Et directement, je suis sur la défensive. Et c'est pas normal, je devrais pouvoir dire ce que je veux, quoi, sans être taxé de mauvaise foi. Bref. Ensuite, les Lucha Bros et Laredo King contre... Ça ressemble tellement à l'arrêt du cul, j'avais jamais fait gaffe. Et Laredo Kid contre Kenny Omega et les Good Brothers. L'idée, c'est que merde, maintenant que je me suis rendu compte, je ne ferai plus jamais dire Laredo Kid. Bref. Alors, comment ? Si, des fois je me fatigue tout seul, en plus là il fait chaud, j'en peux plus, c'est pour ça que j'arrête pas de faire ça, c'est pour aérer un peu tout ça, parce que c'est impossible. Alors l'idée du match c'était que les Lucha Bros et Laredo King ont battu les Young Bucks et Brandon Cutler la semaine dernière, et du coup Kenny Omega voulait prouver en faisant équipe avec les Good Brothers qu'ils sont meilleurs que les Lucha Bros et Laredo King. Et effectivement, ils ont prouvé qu'ils étaient meilleurs. Mais j'ai mis B parce que j'ai écrit c'est entre B+ et B-. Le niveau sur le ring est exceptionnel. Les Lucha Bros sont incroyables. Mais le résultat il m'a semblé très évident. Après le match, Jon Moxley arrive pour défier Kenny Omega du regard. Mais avant quoi que ce soit, les Young Bucks arrivent. Et Jon Moxley et les Young Bucks sont temporairement alliés parce qu'ils ont 3 ennemis communs en les personnes de Kenny Omega et les Good Brothers. Et il y aura un match Kenny Omega et les Good Brothers contre les Young Bucks et Jon Moxley la semaine prochaine. C'est une tentative tout à fait louable de contrer ce qui va être un excellent takeover. Ensuite, je pense que le match va être vraiment très très bon.
Ensuite, Britt Baker parle d'AEW Dark Elevation. Elle dit que Thunder Rosa y sera, et tant mieux parce que elle va pouvoir augmenter son ratio de victoire, étant donné que le plus grand match de sa carrière, le match qu'elle a eu contre Britt Baker la semaine dernière, était Unsanctioned, donc ne compte pas officiellement dans le compte des victoires de Thunder Rosa. Et Britt Baker complète en disant autant dire qu'il n'a même pas eu lieu. Ensuite, une raison supplémentaire d'être pessimiste concernant le développement de la division féminine de AEW. Une raison d'être optimiste. Il y a eu plusieurs segments concernant des scénarios féminins pendant toute la soirée. Mais voilà, une raison d'être pessimiste. Le match féminin est de retour sur l'avant-dernier match de la carte, donc de retour sur la pause pipi. Le match est mal construit. Tai Conti est censé être l'aspirante numéro 1 à Hikaru Shida. Elle fait équipe avec Hikaru Shida contre Nyla Rose et The Bunny. C'est cool de voir The Bunny catcher parce que c'est pas souvent. Il y a un moment où c'était très, très flou. Tai Conti et Hikaru Shida se sont jetés sur le Dark Order parce que évidemment elles sont venues Bunny et Nyla Rose sont arrivés avec Vicky Guerrero qui est la manager de Nyla Rose et le Matardi Empire qui est composé de Matardi, Private Party, donc Isaiah Cassidy et Mark Quinn et Butcher and the Blade, tandis que Tai Conti est venu avec tout le Dark Order que je ne vais pas m'amuser à lister. Donc il y avait vraiment beaucoup de monde autour du ring, et à un moment donné, Tai Conti et Hikaru Shida se sont jetés sur ce qui me semblait être le Dark Order. Peut-être que The Butcher and the Blade était dans le lot, et que j'ai pas fait gaffe, mais globalement, c'était pas une bonne idée de faire ça, quoi. D'autant que The Bunny en a profité pour attraper un kendo stick et taper, je crois, Tai Conti dans le dos de l'arbitre, qui est donc également sourd. Et ils en ont profité pour l'équipe des méchantes en a profité pour remporter la victoire. C'est moins pas transcendé, quoi. On fait pas avancer. J'ai pas l'impression qu'on fasse avancer grand chose avec ce genre de match. J'aurais préféré que on ait un match Tainara Conti contre Abaddon, peut-être, une ancienne challenger d'Hikaru Shida, à la place de Jon Moxley contre César Bononi qui a servi à rien pour personne. J'aurais préféré. Ensuite, on a une promo de Jurassic Express dans les coulisses. Ils font une promo que j'ai trouvé vraiment très très drôle parce que la semaine prochaine, ils ont un match Jurassic Express contre Bear Country. Donc il y a une équipe qui tourne autour de l'imagerie des ours, donc ils s'appellent Bear Country, et leurs deux noms c'est Bear quelque chose, Bear Bulson et Bear Boulder, je crois, ou Bear, je sais plus, bref. Et évidemment, Jurassic Express, il y en a un parmi eux qui est un dinosaure. Donc voilà. Et ce que je trouve très très drôle, c'est que c'est le film Kong contre Godzilla qui sponsorise le match la semaine prochaine, Jurassic Express contre Bear Country. Autre détail rigolo, il y a Mark Austin qui a un tatouage de King Kong alors que on avait dit qu'on était pour les dinosaures. Godzilla évidemment, bref. La promo était rigolote. Et ensuite, mais vraiment à ce moment-là du show, je vous jure, j'avais plus aucune énergie, j'avais pas envie d'être dans le match. Je pense que le match était meilleur que la façon dont je l'ai reçu. Donc c'était un match Arcade Anarchy entre Orange Cassidy et Chuck Taylor contre Kip Sabian et Miro. J'espère que c'est le dernier match de cette rivalité-là. Évidemment, c'était un prétexte pour que Trent, le partenaire par équipe de Chuck Taylor, revienne de blessure. Et c'est très très cool, il est revenu de blessure pendant le match avec la voiture de sa mère, enfin sa mère, Sue, et sa voiture ont été jouants l'année dernière dans un match dans le Street Fight qui a opposé les Best Friends à Santana et Ortiz. Donc ça c'est cool, c'était vraiment sympa. Le match en lui-même était relativement sympa aussi. À un moment donné, en fait il y avait des bornes d'arcade, il y avait un whack-a-mole, je sais pas comment ça s'appelle en français, où il faut taper sur les taupes qui sortent du plateau de jeu. Un quoi? Tap-taupe, ça se dit en français? D'accord. Avec des lots à gagner, avec le prix en jetons à côté.
et il y a Chuck Taylor qui a pris un des nounours à gagner, qui avait des sparadraps dans le dos. Il a retiré les sparadraps pour montrer pour dévoiler qu'il avait caché des Legos à l'intérieur, plein de Legos qu'il a éparpillés sur le ring. Et il s'est pris un powerbomb dans les Legos, ça doit faire tellement mal. Parce qu'on dit les punaises. Je pense que les Legos c'est pire. Je pense. J'ai pas envie de savoir, mais je pense. Penelope Ford, la femme de Kip Sabian, a tenté d'intervenir pendant le match, mais elle a été interrompue par le retour de Kris Statlander, une catcheuse qui était très haut placée dans le classement des catcheuses de AEW l'année dernière avant de se blesser à la jambe, sauf erreur de ma part. Kris Statlander qui l'a fini avec un Michinoku Driver depuis les abords du ring à travers une table, je sais pas comment ça s'appelle, le truc où il y a un palais et il y a deux trucs et il faut faire en sorte que le palais aille dans le trou de l'équipe d'en face sur une table. Ça s'appelle un palais? Ça s'appelle le jeu du palais? Bref, passer à travers une table de ça. Miro a été relativement protégé dans ce match. Alors évidemment les Best Friends ont gagné, donc Chuck Taylor, Trent et Orange Cassidy. Mais Miro a été vachement protégé dans le sens où pendant une bonne partie du match, enfin pendant un petit moment dans le match, il a réussi à tenir tête aux trois membres de l'équipe d'en face. Il a réussi à tenir tête à Orange Cassidy, à Trent et à Chuck Taylor. Donc Miro est toujours protégé. J'imagine qu'il fallait ce match pour que ça finisse sur une victoire des gentils. Je pense que c'est relativement une bonne chose. J'espère que cette rivalité est finie. Et je pense que ça ira. Je pense qu'on a suffisamment parlé de Dynamite. On va remplir le tableau et on va passer au reste de vos... Une table à quoi? Une table à glisser, d'accord. Comment? Air hockey. D'accord, table à glisser ou air hockey. Merci beaucoup Oracle. Pipou Saya me dit très mitigé sur cet épisode de NXT. Grosse déception sur Io Shirai qui s'est faite full bash. Elle n'a pas besoin d'être défendue, Io Shirai. C'est mon point de vue, c'est Io Shirai, c'est qu'elle a provoqué quelqu'un de plus fort qu'elle. Et c'est pour ça qu'elle a fait, c'est parce qu'elle est incroyablement badass. Mais grosse hype sur le match Cole contre O'Reilly. J'ai besoin de voir ce match, mais j'ai besoin de ce match dans mes veines. C'est le match qui va avoir un S, je le sais, parce que la préparation, je vous ai dit, je sais plus quand, la préparation du match compte pour plus de la moitié de la note du match. C'est-à-dire que un match qui est vraiment excellent, mais qui sort de nulle part, va avoir du mal à m'atteindre émotionnellement. Ce match-là, il m'a déjà atteint émotionnellement. Il n'a pas encore eu lieu que déjà j'ai envie de lui mettre un A. C'est ton match casquette? C'est mon match casquette? Oui, c'est mon match casquette. Tu veux venir donner ton avis devant les gens, chérie? Oh, bah non, on va faire. Globalement, vous le savez, je changerai de casquette quand Kyle O'Reilly aura battu Adam Cole. Pas avant. Camille a vraiment très très hâte que je change de casquette. T'es vilaine! Bref, le show était ok, mais j'ai préféré la semaine dernière pour hyper une semaine prochaine incroyable. Worlds TFT, désolé, je m'égare, mais le c'était incroyable, j'ai hâte. Hype pour WrestleMania OFC. J'ai rien compris de la fin de ton message. Mais oui! Oui, je sais. Elle me prend pour un con. Alors, Sianto me dit, vu comment tu décris AEW, je pense que le problème est ailleurs. Enfin, au moins une partie du problème. Je suis pas le catch en général, alors je dis peut-être full merde. Insulte-moi si c'est le cas. D'accord, j'y penserai. Mais entre la WWE et NXT, il n'y a pas tant d'interaction que ça, à part quand un catcheur passe de NXT au roster principal. Presque évidemment, il y en a. Mais comme chez AEW, ils font ça tout le temps, ils résument jamais. Je pense que ça serait beaucoup mieux si AEW et Dark étaient pas liés du tout. En fait, ce serait beaucoup mieux si on avait des résumés, quoi. Si on avait des... Si les storylines étaient résumées pour le public de Dynamite, je pense que ce serait une façon de régler une partie du problème. La Gaffe 42 me dit, AEW c'est un peu comme si à la télé, quand tu regardes une série tous les mercredis de temps en temps, t'avais sur un épisode un personnage central avec un background qui n'a jamais été présenté, tu comprends rien à l'épisode car tu loupes toutes les références et on te dit, ah bah fallait regarder une autre série qui passe le mardi pour découvrir ce personnage, juste pour situer l'absurdité de la chose. C'est un peu comme si t'avais un personnage de... alors je regarde aucune des deux séries, donc je dis peut-être une connerie. Un peu comme si tu avais un personnage de Fear the Walking Dead qui est arrivé dans The Walking Dead, mais que non seulement il t'est jamais présenté, mais en plus il est central dans un épisode.
Nemo me dit salut Lynx, à propos de AEW, je me demandais, sachant que depuis le début, le ratio victoire-défaite est systématiquement mis en avant pour tous les lutteurs, est-ce que ça a encore une quelconque valeur, Dark étant utilisé pour moduler ses statistiques? Merci de ta réponse et courage. Tu veux mon avis? Non. Le coup de les victoires comptent, c'est vraiment de la pisse, quoi. C'est vraiment, ça ne vaut rien. C'est-à-dire que si tu as 20 victoires contre... comment dirais-je quand ils ont dit l'autre jour que Red Velvet était au sommet du classement des catcheuses de AEW, et quand ils ont dit qu'elle était invaincue en 2021, vous parlez à quelqu'un qui regarde Dynamite toutes les semaines. Red Velvet, on la laisse pas finir une interview, elle est à ce niveau-là. Elle vaut rien, Red Velvet. Et si elle est aspirante numéro 1, merde, quoi. Voilà. Donc, je pense que c'est une très mauvaise idée. Ananas, poivron, chorizo, pizza me dit « Bonjour, monsieur Brut. Une question... » Ça se prononce Brut, on prononce le T. C'est comme Lynx, on prononce le S. Une question bébête pour changer. Pour toi, la division féminine est très mauvaise à AEW et à Raw, un même à SmackDown. Pour toi, laquelle est la pire? Très vite, aucune de ces divisions féminines n'est mauvaise. Leur booking est mauvais. Elles sont très mal présentées, ce qui est très différent. Parce que la division féminine de Raw est excellente, la division féminine de SmackDown est excellente. La division féminine de AEW, elle est excellente aussi. Bref, qu'est-ce qui m'a énervé? Je sais pas si vous avez vu, Andrade a donné sa première interview après son départ de la WWE. Et il a dit, oui, beaucoup de catcheuses sont jalouses de Charlotte Flair, mais en même temps, il y en a peut-être que 3 ou 4, à part Charlotte, qui pourraient tenir 20 minutes dans un ring. Il dit, waouh, waouh, tu défends ta fiancée, c'est bien, c'est mignon, mais ferme ta gueule, quoi, ferme ta gueule. C'est-à-dire que Sasha Banks et Bayley, on sait qu'elles peuvent tenir 20 minutes dans un ring. Elles ont eu le meilleur match de la division féminine de la WWE depuis toujours. Rhea Ripley, je suis persuadé qu'elle tient 20 minutes sur un ring, sans aucun problème. Charlotte Flair et Becky Lynch ont tenu 20 minutes dans un ring, sans aucun problème. Shayna Baszler, je suis convaincu qu'elle tient 20 minutes dans un ring sans aucun problème, et j'ai même pas envie de commencer à réfléchir aux autres. Ruby Riott, bien sûr qu'elle tient 20 minutes dans un ring, évidemment. Natalia, je serais pas surpris une seule seconde qu'elle y arrive. Je sais pas, mais je suis persuadé qu'elle peut. Bref, Andrade, il a été un peu de très mauvaise foi à ce niveau-là. Bref, pour moi, laquelle est la moins bien bookée? En ce moment, c'est compliqué, hein. En ce moment, c'est compliqué. Là que j'y pense, en termes de potentiel, je pense que la pire division féminine dans les émissions que je suis, c'est NXT UK. Et c'est une de celles qui est mieux bookée. C'est peut-être mais c'est peut-être ma division féminine préférée, NXT UK. Alors... laquelle est la moins bien bookée en ce moment? À Raw, c'est une sacrée flaque de merde en ce moment. Hein. C'est-à-dire que Rhea Ripley a défié Asuka comme ça pour rien. Elles affrontent Nia Jax et Shayna Baszler la semaine prochaine. Et le reste, c'est des équipes qui perdent tout le temps. Je vais dire Raw. Pour moi, la division la moins bien bookée en ce moment en division féminine, c'est Raw, je pense. Maintenant, SmackDown... Ils ont fait un sacré travail de sape sur Bianca Belair et Sasha Banks. Et Bayley n'est jamais mise en avant. Je sais pas. Oui, j'ai dit que Bayley, c'est bon, elle avait été mise en avant pendant 50 siècles, et ça va bien. C'est vrai que Bayley a été mise en avant pendant 50 siècles, mais il y a un écart, si tu veux, entre être championne systématiquement mise en avant et... disparition. Elle pourrait avoir une... Elle pourrait avoir une petite rivalité, genre contre Billie Kay, un truc comme ça, je sais pas. Vivera234 me dit « Bonjour Lynx, peux-tu me dire la différence entre un super kick et un switch in music STP? Je n'arrive pas à comprendre la différence. » C'est assez facile. Si c'est Shawn Michaels qui le fait, c'est un switch in music, sinon c'est un super kick.
CODMC6 me dit bonjour à toi Lynx, comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Je souhaiterais savoir si pour Catchomanie tu pourrais envisager de faire un live réaction ou quelque chose du même genre. Non, je pense que je vais déjà faire suffisamment de live pendant cette semaine. Merci à toi pour ta réponse et continue comme ça, tu fais un excellent travail, smiley, cœur violet, merci beaucoup à toi. Elvadricil Clia me dit bijou Lynx. Plutôt que de demander pour la énième fois comment tu vas, pour changer un peu, comment trouves-tu la météo de ces derniers jours? Il fait trop chaud. J'ai pu voir que tu avais attribué plus tôt cette semaine 2 E. On va commencer à pouvoir faire des omelettes. Vu que c'est rare de voir une note en dessous de D-, je me demandais dans quelle mesure tu attribues des E-, E+, voire même des F, plus, neutre ou moins. F, c'est... j'ai déjà expliqué dans le dernier live dans quelles circonstances je mets des F. F, c'est vraiment... c'est indéfendable et si je m'écoutais, j'arrêterais de regarder ou vraiment, voilà, c'est F, c'est une catastrophe, quoi. F, c'est Bill Goldberg contre l'Undertaker en main event d'un show en Arabie Saoudite, où les deux hommes ont failli s'entretuer et où le match était non seulement pas nécessaire, très mauvais techniquement, mais on n'est même pas au niveau de la technique, on est au niveau de... Il n'y a rien qui va, quoi. Il y a rien qui justifie que je regarde ce match-là. Je crois que j'ai mis un F aussi au segment des sœurs de Bobby Lashley. Je suis plus sûr, mais il me semble que j'ai mis un F à ce segment-là. Parce que c'était il y avait une espèce d'arrière-goût de transphobie dedans, il y avait regardez c'est rigolo, ils se travestissent, ha, ha, ha. Enfin c'était humiliant pour tout le monde sortait diminué de ça. Mais tu vois, j'aurais pu mettre un F+, parce que Sami Zayn a vraiment fait de son mieux pour essayer de faire fonctionner le truc. Donc ça tu vois, c'est une petite lueur d'espoir dans la tartine de merde. C'est là qu'on est sur du... Plus, moins, c'est vraiment moduler quelque chose. C'est genre, oui, c'était vraiment... F-, c'est F, je peux pas imaginer ce que c'est F-. Là, je peux pas imaginer. E-, c'est du cas par cas, quoi. C'est-à-dire que d'abord, je choisis la note et ensuite, je vois est-ce que ça mérite vraiment cette note-là ou est-ce qu'il y a d'autres segments qui méritaient cette note-là et qui étaient mieux ou moins bien. Tu vois, c'est de la modération, le plus et le moins. Nous allons vite fait aborder maintenant la question de la semaine prochaine, parce que je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir un petit peu prévoir, cette histoire. Alors, qu'est-ce que nous avons comme choix la semaine prochaine? Nous avons Raw lundi soir. Bilan de Raw mardi midi. Ça, il n'y a rien qui change. Nous avons Takeover mercredi soir et jeudi soir. Donc nous allons avoir les pronostics de Takeover la semaine prochaine. Super, tu vas pouvoir venir faire les pronostics avec moi. Oui, sérieusement, oui ou... Ah là, devant des gens là? Oui. Ah. Ah bah là, tu viens de l'annoncer, mon cœur. Voilà, t'as plus le choix maintenant. Seulement si tu... Oh, je vais trouver. D'accord, je vais avoir un gage, mais vous aurez la participation exceptionnelle de Camille la semaine prochaine. Si t'acceptes le gage. Si j'accepte le gage. Mais franchement, rien... Bref. Alors... Je pourrais venir déguisé en lapin? Tu peux venir déguisé en lapin. Nous autres fans de catch adorons les lapins et les trains, c'est bien connu. T'étais même pas là quand, pendant le meublage du live avant le live. Ah non. Parce qu'il y a un gars dans le chat qui a dit j'étais en train de dire que j'avais eu du mal avec l'épisode de Dynamite, que AEW c'était moins mon truc que la WWE. Et ça sonnait sûrement moins condescendant dans sa tête. Il a dit un truc genre bah en même temps si votre truc c'est les trains et les lapins, bon bah voilà. Parlant de Raw. Et voilà. J'ai vu le récap de Story. Ah, t'as vu le récap de Story? D'accord, tu regardes les récaps de Story, toi? J'ai regardé celui-là. D'accord. C'est pour voir s'il était pas trop affecté par la maladie. Ah bah... il était un peu affecté, il était un peu au bout de sa vie. Bref. Alors... Oui. Pronostic de Takeover, nuit 1 et nuit 2. Je fais les deux pronostics en même temps. Mercredi midi. Bilan de Takeover nuit 1 et bilan de AEW Dynamite jeudi midi. Bilan de Takeover nuit 2 vendredi midi. Pronostic de WrestleMania samedi midi. Non, samedi plus tard. Samedi dans l'après-midi, je pense. Parce que samedi midi, on fera comme on fait d'habitude. Bilan de NXT UK, donc NXT Prélude. NXT UK Prélude. Bilan de
de 205 Live, qui font rien de spécial, et bilan de SmackDown. Plus tard dans l'après-midi, pronostic de WrestleMania nuit 1 et nuit 2. Pas de vidéo dimanche. Si, bilan de nuit 1 de WrestleMania dimanche midi. Bilan de nuit 2 de WrestleMania lundi midi. Bilan de Raw après WrestleMania mardi midi. Voilà. Donc non mais voilà, globalement vous avez vu, c'est relativement fluide quoi. Le seul truc un peu funky c'est je vais séparer en 2 lives les pronostics pour WrestleMania et le bilan hebdomadaire de NXT UK 205 Live et SmackDown. Voilà. Je crois que c'est tout. Je crois que j'ai rien zappé. On fera le même live pour bilan de la première nuit de TakeOver et Dynamite. Je pense que c'est mieux. On va traiter la première nuit de Dynamite comme si c'était un épisode de NXT normal. Voilà. En termes de live, quoi. En termes de... Bon. Est-ce que j'ai été clair? Est-ce que vous avez d'autres questions concernant la programmation? Est-ce que je peux regarder le catch autre part que sur AB1? Oui, bien sûr, tu peux regarder sur Internet en cherchant des sites. Je peux pas te donner plus de détails. Mais c'est trouvable, facilement. Voilà, bon. Je pense qu'on est bon. Merci à tous pour votre attention. Merci à tous effectivement, abonnez-vous pour ne rien rater. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est à moi de le dire, ça, normalement. Donc voilà, abonnez-vous pour ne pas rater les lives. Mais voilà, globalement, passez tous les jours à midi. Il y aura probablement quelque chose. On se donne rendez-vous donc là, cette semaine. Quel jour on est? On est jeudi. C'est ça, on est jeudi 1er avril. Essaye, vas-y. Surprise, c'était pas vraiment un live. On se donne rendez-vous samedi qui vient pour le bilan de NXT UK, de 205 Live et de SmackDown. Très bientôt sur Links Off pour le coin lecture de mars. J'ai pas encore fini ce putain de mammouth là. J'arrive au bout. Je suis à la page 887. Donc a priori, là, si je me fie à mon rythme de lecture moyen, il doit me rester à peu près 4 ou 5 heures, peut-être 6 heures de lecture. Il n'est pas exclu que je le finisse aujourd'hui, sinon je le finis demain. Mais je veux lire 2 ou 3 autres livres avant de faire le coin lecture. Je les ai déjà choisis. Donc voilà, point culture sur les mangas aujourd'hui. Merci à tous pour votre attention, merci à tous pour votre intérêt, merci à tous pour votre patience et à très bientôt pour d'autres lives, d'autres vidéos et toujours plus de fun. À la prochaine les amis.